1997, le conflit fait rage entre les indépendantistes papous de l'île de Bougainville et les forces de défense de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après l'échec des négociations diplomatiques et étant donné les difficultés que connaît l'armée dans ce conflit, le premier ministre de la Papouasie, Sir Julius Chan, cherche d'autres solutions. Il décide de faire discrètement appel à une société militaire privée britannique, Sandline International, dirigée par Tim Spicer, pour déployer plusieurs dizaines de mercenaires britanniques, sud-africains et australiens, entre 40 et 70 selon les sources. Un contrat à 36 millions de dollars. Sandline sous-traite une autre société militaire privée pour le déploiement de ces mercenaires, la société Executive Outcomes. Mais l'opération est rapidement dénoncée. Elle sort dans la presse australienne et le commandant des forces de défense de la Papouasie, Jerry Singirock, ordonne l'arrestation des mercenaires et s'oppose publiquement au gouvernement. Des mutineries ont lieu chez les militaires, également des mobilisations d'étudiants et d'ONG dans la capitale, Port Moresby, et ça pousse le premier ministre Chan à annuler le contrat et même à démissionner. Tandis que Spicer et plusieurs officiers mercenaires sont détenus par l'armée. Et dans le même temps, un contrat confidentiel révèle des liens entre Sandline, Executive Outcomes et le secteur minier, en sachant que l'île de Bougainville renferme d'importantes ressources minières. Cette vidéo est sponsorisée et elle l'est par Oli. Oli, c'est une marque de boissons, mais des boissons plus saines que les sodas traditionnels. En gros, Oli propose 4 gammes. Une énergisante, une plutôt pour l'hydratation, une qui est une alternative au thé glacé et une gamme milkshake. Et toutes sont sans sucre. Le principe, c'est que tout ça se présente sous forme de poudre et vous faites votre boisson dans un shaker, donc ça permet aussi d'éviter pas mal de déchets. Par exemple, dans un pot comme celui-ci, vous avez 50 portions, donc pour des shakers de 500 ml, donc ça évite pas mal de canettes ou même de bouteilles en plastique. Personnellement, ce que je prends, c'est surtout les produits de la gamme hydratation, goût pêche, et je prends ça parce qu'il y a des électrolytes dedans, donc potassium, sodium, etc. Et ces trucs-là, on les perd surtout en transpirant, donc beaucoup pendant le sport. Donc pour celles et ceux comme moi qui font des sports d'endurance, c'est vraiment pas mal. Alors il y a des boissons de sport spécialisées avec des électrolytes qui existent déjà sur le marché, mais pour celles et ceux qui ont testé, on va pas se mentir, souvent le goût c'est pas trop ça, alors que Oli en revanche, ça passe vraiment très bien. Pour autant, je fais quand même un petit disclaimer, Oli ça va pas remplacer l'eau et une alimentation saine, il faut continuer d'avoir une alimentation équilibrée, boire de l'eau, faire du sport, etc. Et Oli ça va être un petit plaisir en complément qui va remplacer les sodas traditionnels très sucrés. Sur leur site, ils proposent des packs découvertes. Dedans, vous avez un shaker et des échantillons pour vous permettre de découvrir un peu les différents goûts. Et évidemment, j'ai des codes promo pour vous. Vous avez 5 € de réduction sur toutes les premières commandes des 14,99 € d'achat avec le code LeMondeEncarte 5 et 10% de réduction pour tous les clients récurrents avec le code LeMondeEncarte. Vous avez les liens en description ou alors vous pouvez utiliser le QR code qui s'affiche à l'écran. Et maintenant, on peut retourner à notre vidéo. Mais on va revenir quelques années en arrière à la genèse de la société Executive Outcomes, née en Afrique du Sud. Pour poser le contexte, jusqu'en 1990, l'Afrique du Sud administrait le territoire du sud-ouest africain, devenu plus tard la Namibie. En parallèle, la guerre d'indépendance fait rage plus au nord, en Angola. Elle oppose le pays colonisateur, le Portugal, à divers groupes armés. L'Angola a fini par obtenir son indépendance en 1975, mais les diverses factions indépendantistes se lancent dans une guerre civile. En fait, le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, faction soutenue par le monde communiste, des combattants cubains viendront notamment prendre part au combat aux côtés du MPLA, prend le pouvoir. Mais un conflit démarre contre l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, soutenue par l'Ouest. Une autre faction, qui était active durant la guerre d'indépendance contre le Portugal, le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola, est vite défaite par le MPLA et se retrouve marginalisée, sans soutien, et ses combattants sont obligés de fuir, notamment vers le sud dans le territoire du sud-ouest africain, contrôlé par l'Afrique du Sud. Une partie de ces combattants vont être recrutés par l'armée sud-africaine pour former le bataillon 32, sous commandement d'officiers sud-africains blancs. En fait, l'Afrique du Sud cherchait des combattants aguerris, ayant une connaissance du combat et du terrain pour mettre en place une force étant en mesure de lutter contre l'influence communiste émanant de l'Angola au nord, et également contre une force indépendantiste namibienne active dans le territoire du sud-ouest africain, la SWAPO, l'organisation du peuple du sud-ouest africain. La SWAPO est soutenue par le MPLA angolais et utilise l'Angola comme base arrière pour ses opérations. Et de son côté, l'Afrique du Sud tente de tenir la frontière et lutte contre les incursions de la SWAPO, mais va aussi frapper en Angola les bases ennemies. Le bataillon 32 est donc déployé dans cette zone pour lutter contre la SWAPO et le MPLA. À côté de ça, en Afrique du Sud, on a un contexte d'apartheid, donc de séparation stricte entre les populations blanches qui contrôlent le pays et les populations noires. Un groupe lutte contre cette ségrégation, c'est le ANC, le Congrès national africain, mené par Nelson Mandela. Le gouvernement blanc sud-africain tente de lutter contre l'ANC
et pour ça mettent en place une cellule confidentielle appelée le CCB, le Civil Cooperation Bureau. C'est en fait une cellule chargée d'espionner et de parfois neutraliser, donc ça veut dire assassiner, des membres de l'ANC, mais aussi de faire de la contre-propagande, également en dehors de l'Afrique du Sud. Le CCB a organisé ses services de contre-propagande en région. Vous le voyez, on a les pays voisins de l'Afrique du Sud et on a la région 5, internationale Europe, dont un certain Eben Barlow a été un temps à la tête. Et cet Eben Barlow est également un ancien du bataillon 32, où il a été commandant d'un groupe de reconnaissance en profondeur en support de l'UNITA en Angola. Et c'est lui qui fonde Executive Outcomes en 1989, après avoir quitté le CCB. Donc c'est pour ça en fait que je vous ai parlé de l'Angola et du bataillon 32. En fait, au début, Executive Outcomes sert essentiellement à former des unités des forces spéciales de l'armée sud-africaine, mais début 93, Barlow obtient un premier gros contrat via un contact britannique. Il doit recruter des combattants pour un travail de 2 mois dans le nord-ouest de l'Angola. Le but, c'est de capturer et défendre des citernes de pétrole à Kefekwena et faire de même pour la ville pétrolière de Soyo, qui avait été prise par l'UNITA. Pour cela, il intègre Lafras Lutting au projet, un ancien du CCB. Alors Lutting, il a fui les nouvelles autorités sud-africaines post-apartheid. Il devait être interrogé sur le cas de l'assassinat de l'activiste de l'ANC David Webster en 89 à Johannesburg. C'est pour vous donner un peu une idée du personnage. Bref, au final, Barlow et Lutting, pour remplir ce contrat, vont aller recruter des combattants parmi les ex du bataillon 32 et du CCB, parce que ce sont des milieux qu'ils connaissent bien, et les gars qui viennent de ces milieux ont de l'expérience. Et d'ailleurs, il n'y a pas un truc qui vous étonne? Je vous ai dit que la mission consistait à défendre des intérêts pétroliers contre l'UNITA en Angola, alors qu'à l'époque du bataillon 32, ils luttaient contre le MPLA en soutenant l'UNITA. Donc on voit bien que dans le monde du mercenariat, l'idéologie passe après les questions d'argent. Alors la mission devait être relativement simple, mais sur place, les mercenaires doivent faire face à un grand nombre de combattants de l'UNITA. 3 mercenaires sont tués et plusieurs blessés. 25-30 mettent fin à leur contrat et sont évacués au bout de quelques jours, mais d'autres, dont Lutting, restent sur place et reçoivent même un bonus de l'intermédiaire britannique. Les forces restantes d'Executive Outcomes se retirent après 2 mois et ont réussi à tenir leurs objectifs. Ils viennent de prouver leur efficacité. Executive Outcomes enchaîne ensuite les contrats. Parmi les plus importants, on peut citer un second en Angola en 1994, lorsque l'UNITA marche sur la capitale Luanda. Executive Outcomes est engagé pour repousser l'offensive en appui de l'armée angolaise, et c'est chose faite fin 1994. Puis on va la retrouver au Sierra Leone en 1996, où le gouvernement lui demande de repousser les rebelles du RUF, le Front Révolutionnaire Uni, et de protéger notamment des mines de diamants. Et on va la retrouver également en 1997 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'en parlais en introduction. Donc vous vous rappelez, Executive Outcomes est à ce moment-là sous-traité par une autre société militaire privée, Sandline International, et la presse révèle des liens entre Sandline, Executive Outcomes et le secteur minier. Notamment est révélé un contrat signé par le gouvernement de Papouasie et un certain Anthony Buckingham, et que le gouvernement a réalisé des paiements via un compte d'une banque hongkongaise, ce compte étant au nom de Eben Barlow et Anthony Buckingham. Mais ce n'est que le début de la ficelle, car si on la tire, on va se rendre compte de tout le montage qui a été fait autour d'Executive Outcomes, et de ses intérêts dans les secteurs miniers notamment. Alors vous vous rappelez lorsque je vous disais que Barlow obtient son premier contrat en Angola via un contact britannique? Et ce contact, c'était Buckingham. En fait, c'est un ancien officier des services spéciaux britanniques avec des intérêts dans le secteur pétrolier, d'où cette mission de reprendre les citernes à Kefekwena et la ville pétrolière de Soyo. Il est senior advisor de plusieurs compagnies pétrolières nord-américaines et le fondateur et CEO de la société Heritage Oil and Gas. Et Buckingham est aussi accompagné d'un autre Britannique, Simon Mann, un ancien des SAS. Alors le deuxième contrat en Angola, en 1997, pour protéger la capitale de l'assaut de l'UNITA, a aussi été négocié par Buckingham et Mann, et la mission a été en partie financée par la Sonangol, la société pétrolière étatique de l'Angola. Tous ces contrats avec l'Angola ont fait gagner 40 millions de dollars par an à Executive Outcomes, mais lui ont aussi permis d'obtenir des concessions pétrolières et diamantaires. L'Angola a donc été le moyen de se constituer une expérience, une réputation et surtout des fonds. Suite à ça, Executive Outcomes va un peu plus se structurer. L'antenne sud-africaine est enregistrée en tant qu'entreprise privée en 1994 et avant ça, une antenne britannique est créée en 1993. Une holding sud-africaine est aussi créée en 1995, Strategic Resources Corporation, ou SRC. Barlow, lui, de son côté, dirigeait SRC en Afrique du Sud, et les opérations britanniques étaient dirigées par Buckingham, Mann et un groupe de directeurs de Heritage Oil and Gas. Vous savez, c'est la société de Buckingham. Et aussi par certains d'une nouvelle compagnie appelée Branch Energy,
qui était en fait le pendant minier du groupe. Branch Energy détenait des mines d'or, de diamants ou autres en Angola, en Ouganda, dans le nord-ouest du Kenya, au Mozambique, en Tanzanie ou encore au Sierra Leone. Et ça vous rappelle rien? Un contrat au Sierra Leone pour protéger des mines contre les rebelles du RUF? Buckingham avait signé un contrat avec la junte au pouvoir pour repousser le RUF de zones minières dans l'est du pays en échange d'importantes concessions de diamants. Et pour sécuriser tous ces intérêts miniers à travers l'Afrique, Barlow et Lutting ont ouvert des entreprises dans ces pays afin de créer un système panafricain de sociétés de sécurité. Sur le papier, ces entreprises ne sont pas rattachées à Executive Outcomes ou SRC, mais gravitent dans la même constellation. Et dans tous ces pays, certaines entreprises avaient des liens avec des politiciens et hommes d'influence locaux. Et à la fin, il y avait une trentaine d'entreprises qui gravitaient autour de SRC pour l'Afrique du Sud et de l'antenne britannique. C'est devenu un groupe où chaque entité avait une mission précise, certaines actives dans le militaire, comme Executive Outcomes, d'autres dans le pétrole et gaz, le secteur minier, la sécurité, mais aussi les télécommunications ou la logistique. Et un bon nombre d'entre elles servaient à faire fonctionner les opérations d'Executive Outcomes, notamment en termes de logistique ou de liaison aérienne. Le groupe opérait notamment des hélicoptères de combat soviétiques Mi-24, des transports de troupes Mi-17, des avions de chasse L-39, deux Boeing 727 et d'autres. On notera aussi que SRC a absorbé plein d'autres petites sociétés militaires privées, notamment en Afrique du Sud, qui avaient été créées par des vétérans. Puis en 1996, le groupe s'agrandit encore. Buckingham entre en contact avec un entrepreneur à risque minier et un des hommes les plus riches du Canada, Robert Friedland. Buckingham et Friedland se mettent d'accord et mergent les concessions de diamants de Branch Energy en Angola et au Sierra Leone avec Carson Gold Corporation, l'entreprise de Friedland, qui a des intérêts miniers dans l'Est asiatique, au Venezuela et en Amérique du Nord. Et de tout ça naît en 1996 une nouvelle entreprise, Diamond Works Limited, avec Buckingham à sa tête, et dont certains des principaux actionnaires sont Eben Barlow et Tim Spicer, un ancien lieutenant-colonel britannique à la tête de la société militaire privée britannique Sandline International, qui fait partie du même groupe. En fait, Sandline International a été créé par Tim Spicer et Simon Mann et était utilisé pour sous-traiter Executive Outcomes sur certains contrats. En gros, Sandline signait le client et faisait vitrine, tandis qu'Executive Outcomes fournissait dans l'ombre les hommes, le matériel et l'expérience. Et c'est ce qui s'est passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec les conséquences qu'on connaît maintenant. Et la séquence de la Papouasie a quand même nui à l'image de tous ces acteurs, et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. En 1996, déjà, Executive Outcomes avait dû abandonner un contrat avec le gouvernement angolais encore, suite à des pressions américaines et de l'ONU. Et en 1997, une nouvelle loi sud-africaine bannit le mercenariat et régule le soutien militaire à l'étranger depuis l'Afrique du Sud. Et les entreprises comme Executive Outcomes doivent maintenant obtenir l'autorisation du National Conventional Arms Control Committee pour pouvoir opérer. Alors officiellement, Executive Outcomes accueille positivement la loi. Ils expliquent que comme selon eux, ils ne font pas vraiment du mercenariat, ils n'ont rien à craindre. Mais en coulisses, ils tentent quand même de faire du lobbying pour modifier certaines clauses de la loi. Bref, la loi passe quand même, et finalement, Lutting et Barlow démissionnent de leur poste à Executive Outcomes, mais continuent de faire du consulting dans le domaine militaire. Et fin 97, une nouvelle opération est menée en Angola. Alors face à ces changements, la galaxie Executive Outcomes se fait plus discrète. De nombreux petits contrats sont signés pour des petits projets en Afrique, nécessitant de petits groupes d'hommes. D'ailleurs, ces hommes ne savent qu'au dernier moment où ils vont, et les contrats sont signés via des consultants qui gèrent ensuite avec les entreprises de la galaxie Executive Outcomes. Ce sont des contrats pour des missions courtes de quelques mois, renouvelables. Et en passant en fait par des consultants, ça permet de brouiller les pistes et de ne pas remonter à la galaxie Executive Outcomes lorsqu'on enquête sur la présence de ces mercenaires sur le terrain. Par ailleurs, Sandline est de plus en plus utilisé à la place d'Executive Outcomes. Et Sandline est britannique et ne tombe donc pas sous le coup de la loi africaine. Et d'ailleurs, quand bien même, la justice sud-africaine est déjà tellement sous l'eau à cause de la haute criminalité dans le pays qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'Executive Outcomes. Alors beaucoup d'anciens d'Executive Outcomes ont aussi créé leur propre société militaire en Afrique. Executive Outcomes en sous-traite certaines. En fait, il y a toute une constellation de gens du milieu, tout le monde se connaît plus ou moins et travaille ensemble, et ça complique énormément les choses pour analyser la situation et tracer toutes ces activités. Mais finalement, Executive Outcomes en Afrique du Sud cesse ses activités en 98, surtout à cause de la législation sud-africaine. Mais le groupe continue d'exister avec nombre de petites sociétés militaires qui servent à protéger les intérêts miniers en Afrique et aussi avec Sandline International. Barlow, de son côté, a quitté Executive Outcomes Afrique du Sud en 97 et Buckingham a quitté la direction de Diamond Works en 98 en gardant tout de même 25% des parts, mais ça sent quand même la fin de l'aventure. Tim Spicer, de son côté, quitte Sandline International en 1999 et monte une autre société militaire privée en 2002, Aegis Defense Services. Pour Simon Mann, les choses vont être un peu plus compliquées. Il est arrêté avec d'autres personnes à l'aéroport d'Harare, la capitale du Zimbabwe, en 2004.
Son avion devait en fait être chargé d'armes et de munitions. Simon Mann va affirmer qu'il voulait prendre le départ pour la République démocratique du Congo pour fournir un service de sécurité dans le secteur du diamant, mais on le soupçonne en fait de préparer un coup d'État en Guinée équatoriale. Il est condamné à 7 ans de prison, mais sortira en 2009, et il meurt en mai 2025. Et enfin, Lafras Lutting, lui, a quitté Executive Outcomes peu après les événements au Sierra Leone, mais crée d'autres sociétés militaires privées au cours de sa vie, comme Saracen Uganda, avec laquelle il pénètre aussi le secteur minier du pays. Puis il crée Sterling Corporate, société avec laquelle il signe des contrats dans le domaine de la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et dans la Corne de l'Afrique. Donc vous le voyez, la plupart essayent quand même de rester dans le milieu des sociétés militaires privées. Mais si on revient à Eben Barlow, car c'est quand même lui qui est à l'origine d'Executive Outcomes, après son départ de la société, il est actif comme conférencier, consultant auprès de gouvernements africains sur des sujets politico-militaires. Puis il fonde une nouvelle société militaire privée en 2006, Specialized Tasked Training, Equipment and Protection, ou STEP. STEP a travaillé essentiellement pour des gouvernements africains, et notamment en 2015 dans le nord-est du Nigeria, dans une campagne contre le groupe terroriste Boko Haram. Ou encore en 2020 pour lutter contre une insurrection djihadiste au Mozambique, dans la province du Cabo Delgado, où STEP a été sous-traité par une autre société militaire privée, zimbabwéenne cette fois-ci, Dick Advisory Group, fondée par Lionel Dick, un ancien militaire blanc zimbabwéen. Et on notera d'ailleurs que dans ce conflit mozambicain, la société russe Wagner avait également été employée en 2019. Finalement, Barlow quitte la direction de STEP en 2020 et fonde encore une nouvelle société militaire privée, ou plutôt en ressuscite une, puisqu'il relance Executive Outcomes plus de 20 ans plus tard. Sur un post Facebook, il explique « Executive Outcomes va, encore une fois, assister les gouvernements africains et autres dans le développement de stratégies et fournir des conseils, de la formation et mentorer les gouvernements qui en font la demande. » Il dit aussi qu'Executive Outcomes est déjà en partenariat avec 2 sociétés du secteur. Il se positionne comme une société africaine qui fournit des solutions africaines à des gouvernements africains, en opposition aux acteurs non africains présents sur le continent, que ce soit des armées étrangères, des services secrets, des ONG ou autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format un peu plus storytelling vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas, et ça permettra aussi de mettre un peu plus la vidéo en avant. Vous pouvez aussi la liker et la partager, et si vous voulez soutenir la chaîne sur le plan financier, il y a un lien vers la plateforme Tipeee en description. Sur ce site, vous pourrez me faire un don et ainsi participer à l'existence de cette chaîne. Merci si vous le faites, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!